Bien, alors tout d'abord, concernant le projet à réaliser, donc l'idée c'est de créer une application distribuée qui permet donc de gérer des comptes. Donc il existe deux types de comptes, il y a les comptes courants et les comptes épargne. Chaque compte appartient à un client, un compte est créé par un employé. Un compte peut subir plusieurs opérations. Il existe deux types d'opérations, il y a les versements et les retraits. Et après, vous avez un employé qui appartient à plusieurs groupes et un groupe contient plusieurs employés. Alors en fait, ça c'est l'idée du problème. Alors bien sûr, donc l'application devrait permettre de réaliser donc les fonctionnalités, en quelque sorte les spécifications fonctionnelles, c'est gérer les groupes, gérer les employés, gérer donc l'appartenance des employés au groupe, gérer des clients, gérer les comptes et également gérer les opérations effectuées sur le compte. Alors avec la consultation, notamment d'un compte et effectuer des versements, des retraits, des virements sur le compte. Alors tout ça, donc l'idée générale de l'application. Alors l'application au niveau architecture, donc voilà l'architecture. Donc on a déjà présenté la dernière fois. Donc l'application donc à créer donc qui va se baser sur le principe de l'inversion de contrôle via Spring Boot. L'application se compose de trois couches. Donc il y aura la couche DAO dans laquelle on va créer les entités. Et par la suite, on va créer donc les interfaces GPA Repository. Alors bien sûr, comme d'habitude, on va utiliser donc Spring Data qui va se charger de tout ce qui est le mapping objet relationnel. Bien sûr, c'est Spring Data qui va utiliser donc GPA, Hibernate, GDBC pour la communication avec la base de données. La couche métier, donc on va créer une interface et une implémentation pour gérer, notamment pour définir les opérations de gestion des entités. Et après, dans la couche service, bien sûr, la couche métier, donc il sera lié à la couche DAO, donc via les interfaces. Et après, dans la couche web, on va créer un service SOAP, notamment basé sur le protocole SOAP, c'est-à-dire JAX WS, et un service RESTful basé sur le protocole REST, c'est-à-dire on va utiliser donc JAX RS. Et particulièrement ici, on va utiliser donc Spring pour exposer donc un contrôleur sous forme d'un service RESTful, comme on a déjà vu dans un exemple d'application. On va également prévoir l'accès remote, c'est-à-dire que l'application est accessible à distance via un service RMI pour une application Java. Donc, une application Java peut communiquer directement avec l'application via le service RMI. Et après, par la suite, on va créer bien sûr une application web, MVC côté client, basée sur HTML5, Angular JS et après Bootstrap. Donc ça, c'est la partie web. Et on va faire la même chose avec une application mobile Android, notamment. Et bien sûr, la communication se fait via HTTP. Le format utilisé, c'est le format JSON. Et créer des clients, différents types de clients basés sur le protocole SOAP. Vous créez un client Java, vous créez un client PHP, un client .NET, ainsi que d'autres langages de programmation. Alors, vous voyez donc l'idée de base, dans un premier temps, on va créer un seul projet dans lequel on va gérer, on va pratiquement intégrer donc l'ensemble des microservices. Mais l'idée, bien sûr, donc, par la suite, c'est de séparer. C'est-à-dire que chaque microservice, on peut le déployer d'une manière séparée. Mais dans un premier temps, notre conception va se faire de façon à ce que chaque microservice ne traite qu'une seule fonctionnalité ou bien un minimum de spécifications fonctionnelles. Alors, je dois également vous rappeler voilà, la structure donc, du diagramme de classe. Donc, nous avons à gérer donc, des comptes. Il existe deux types de comptes. Il y a les comptes courants, les comptes épargne. Ben, un compte courant, c'est un compte qui possède en plus un découvert. Un compte épargne, c'est un compte qui possède en plus le taux d'intérêt. Alors, chaque compte peut subir plusieurs opérations. Il existe deux types d'opérations, les versements et le retrait. Monsieur, j'ai une remarque à propos de la relation entre compte et client. Est-ce qu'il doit pas y avoir la navigation dans cette relation? Parce que si on la laisse comme ça, on aura un objet compte la table du client et une collection des clients sur la table. Donc, il a نخدموا بالمابين اوبجي ريلاسيونيل فاش غادي نجيو نشارجيو الكليون فاش غادي نوصلوا الكونت غادي نديروا كونت. Oui, oui, on va parler de ça. غادي يكون واحد البوكل Il y a انفيني. la récursivité, oui, oui, tout à fait. C'est exprès, justement, on va parler de ça. Ça, c'est les problèmes, justement, l'objectif de la correction de cette partie-là, c'est de parler de ces problèmes. Parce que c'est des problèmes techniques que vous allez tout le temps rencontrer dans les applications.
Donc, vous avez une association one-to-many avec opération. Alors, on va utiliser une association bidirectionnelle exprès, justement pour tomber dans ce problème-là c'est-à-dire de sérialisation JSON et de sérialisation XML, notamment qui va être posé par la suite. Et la même chose, un compte appartient à un client. Vous avez une association one-to-many, many-to-one, bidirectionnelle. Et après, vous avez un compte créé par un employé. Donc, c'est une association unidirectionnelle. Un compte possède un supérieur hiérarchique et après, un compte peut appartenir à plusieurs groupes et un groupe peut contenir plusieurs employés. Alors, en principe, pour l'héritage, donc on avait déjà l'occasion de parler comment mapper l'héritage. Il existe 3 stratégies. Alors, la première stratégie, c'est une table par hiérarchie. C'est-à-dire que, dans notre cas d'ailleurs, c'est ce que nous allons choisir, c'est que tous les comptes, tous les types de comptes, on va les stocker dans une même table. Alors, la table compte, dans laquelle on va stocker les différents types de comptes. Et dans ce cas-là, on devrait créer une colonne qui s'appelle type de compte. Type de compte qui permet de spécifier le type de compte, c'est-à-dire ça peut être soit un compte courant ou bien un compte épargne. Alors, bien sûr, on peut également mapper l'héritage en utilisant d'autres stratégies, c'est-à-dire une table pour chaque classe fille, une table pour les comptes courants, une table pour les comptes épargne. En tout cas, pour nous, ce n'est pas la meilleure solution. Ou utiliser la stratégie qui permet de créer une table pour les comptes et une table pour chaque classe fille. Après, par la suite, ces tables-là, ils vont être associées par une relation. Alors, en tout cas, dans notre cas, nous allons choisir de travailler, de mapper l'héritage en utilisant la stratégie single table, c'est-à-dire une table par hiérarchie. Alors, comment on va créer ça? Alors, tout d'abord, donc, je suppose que j'utilise donc une version de Eclipse. Alors ici, je crois que j'ai la version Mars. Voilà, Eclipse. Alors bien sûr, pour créer un projet Spring Boot ou bien Spring Starter, vous aurez besoin, ça vous le savez, d'installer le plugin, plutôt Spring Tools. Alors ça, c'est pas si compliqué, donc ça vous l'avez déjà fait. Tout se passe au niveau de Eclipse Market. Vous cherchez Spring Tools et après vous le cherchez, vous l'installez. Alors c'est déjà fait. Alors par la suite, on va également installer un plugin parce quand on va travailler avec Angular. Alors quand on va travailler avec AngularJS, donc on va également installer un plugin qui va également vous permettre d'avoir plus d'intelligence au niveau du HTML, ce qui va vous permettre un petit peu de créer les choses plus facilement. Mais pour le moment, donc je suppose que le plugin Spring Tools a été installé. Alors pour cela, donc on va créer un projet. Alors bien sûr, donc dans notre cas, c'est Spring Starter Project. Alors je suppose que j'ai une connexion Internet, c'est clair? On a déjà expliqué que en fait le projet. Alors j'espère que cette connexion-là marche bien. Alors en fait, Spring Starter, il se connecte bien sûr au site de Spring pour récupérer les différents paramétrages pour le projet. Alors ici donc on va spécifier donc les informations. Alors par exemple on va créer un projet qu'on va appeler banque, alors on va l'appeler SI, banque SI par exemple. Alors il s'agit de créer une banque, un projet de gestion de banque. Alors la gestion des dépendances donc avec Spring, donc vous pouvez utiliser donc les deux outils Maven. Alors c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, mais ça vous le savez également, on peut utiliser un autre outil Gradle qui permet également de gérer les dépendances. Alors dans la majorité des cas c'est Maven. Mais sachez que parfois, si vous trouvez des documents, parfois vous trouverez qu'il y a des développeurs qui vont préférer travailler avec Gradle, qui est un outil qui est similaire à Maven. Mais dans notre cas, on va utiliser donc Maven pour gérer les dépendances. Ben oui, ça c'est la différence, c'est que je disais, c'est des outils similaires. Alors maintenant, il y en a ceux qui vont travailler avec Maven, il y en a d'autres qui vont travailler avec Gradle. C'est question de préférence, d'accord? Mais de toute façon, vous n'aurez pas, c'est pas le moment de changer de. L'essentiel, c'est que dans cette catégorie, vous travaillez avec Maven, il faut le maîtriser. Mais après, bon, il y a toujours des avantages, des inconvénients de l'un par rapport à l'autre. Mais je crois que c'est pas le moment de parler de ces différences. Pour le moment, vous travaillez avec Maven, d'accord? Alors, on va travailler avec Java 8. Alors l'application qu'on va générer à la fin, c'est un jar, c'est une application, c'est un jar, et après le langage utilisé, donc c'est Java.
Alors, c'est le langage que vous allez utiliser. Alors, sachant que vous pouvez également programmer une application Spring Boot en utilisant un langage qui s'appelle Groovy. Alors, Groovy, lui-même, c'est un langage qui est basé sur Java. Alors, forcément, si vous maîtrisez déjà Java, donc il y a des situations dans lesquelles peut-être vous aurez besoin d'utiliser Groovy dans des cas vraiment particuliers, mais en tout cas, nous, on travaille avec Java. Alors, group ID, on va utiliser n'importe quoi, org.sid par exemple. Alors, artifact ID, donc je vais utiliser donc banque SI. Bien. Ah, SID, pour moi, quand j'écris SID, c'est compris. Alors, GL site, SID, GL, génie logiciel, système informatique distribué. C'est encore mieux. Il y a du génie logiciel, il y a des systèmes informatiques distribués. Alors, donc, banque SI. Alors, on va spécifier le package. On va utiliser le package, donc, org.sid. GLSID. Alors, c'est bien. Tranquille. Next. Bon, next. Alors, les dépendances. Alors, pour le moment, on aura besoin donc des dépendances. Alors, bien sûr, donc le plugin Spring Tools, en fonction des versions que vous installez, si vous, bon, ça c'est, je crois, c'est la dernière version de Spring Tools. Et il organise quand même Spring Boot, il organise les dépendances sous forme de catégories. Ça c'est beaucoup mieux. Par exemple, je veux la catégorie web, donc je vais cocher web. Dans la catégorie data, j'ai besoin de GPA. Et dans la catégorie base de données, database, j'ai besoin d'utiliser MySQL. En principe, dans un premier temps, vous aurez besoin de ces trois dépendances. Web, GPA, MySQL. Finish. Alors, j'espère qu'il va charger rapidement les dépendances. Je suis connecté via le téléphone. Bien. Alors, donc, j'ai créé le projet. Alors, maintenant, on va commencer par créer les entités. Alors, dans notre cas, les entités, donc on va rapidement créer les entités. On aura besoin de l'entité client. Alors, une autre chose que j'ai expliqué la dernière fois, quand vous créez, donc toutes les classes que vous créez dans l'application, ils doivent se trouver dans un package qui descend du package de l'application. Il se trouve que l'application de Spring Boot se trouve dans le package org.glsid. Alors ici, donc, on va utiliser, donc, par exemple, le package entities. C'est-à-dire, c'est le package qui contient les entités de l'application. Alors, voilà les données manipulées par l'application. Il y a les clients, il y a les comptes. On aura besoin des opérations. Un compte peut subir des opérations. Un compte est créé par un employé. Un employé appartient à des groupes. Alors, ça, j'aurai l'occasion d'en parler quand, par exemple, parce qu'il y en a ceux que la dernière fois qui ont créé une classe groupe comme ça, groupe sans eux, mais vous savez que quand vous la créez comme étant une entité, quand vous la créez comme entité, après, il va devoir créer une table qui s'appelle groupe. Si vous laissez le paramètre par défaut, c'est-à-dire si vous laissez les noms des tables par défaut, la table, il va l'appeler groupe. Or, groupe, c'est un mot-clé du langage SQL. Imaginez une requête create table group. Alors, ça peut lui poser un problème. Et du coup, donc, quand vous démarrez votre application, vous allez voir qu'il a du mal à générer la base de données uniquement parce que vous avez une table qui porte le même nom d'un mot-clé qui se trouve dans le langage SQL. Il faut faire attention parce que ça vous arrive parfois des petits problèmes comme ça. Et vous pouvez passer beaucoup de temps à chercher l'erreur. Ça ne va pas vous venir en tête en tout cas. Mais si jamais vous le laissez comme ça, il faudrait utiliser la notation table pour spécifier le nom de la table. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le même nom de la table que la classe. Bon, ici donc, groupe avec eux. Alors, on a deux types de comptes. Il y a les comptes courants
et on a les comptes épargne. Deux types d'opérations. Deux types d'opérations, il y a les versements et les retraits. Et voilà, on a terminé les entités. Hein, ça serait bien que ça soit comme ça, n'est-ce pas? Alors, il faudrait que maintenant implémenter donc ce diagramme de classe des entités. Il y a des attributs, il y a des associations entre les entités. D'ailleurs, l'objectif de ce travail, c'est d'étudier donc les différents cas possibles, l'héritage, les associations one-to-many, bidirectionnelles, unidirectionnelles, des associations plusieurs à plusieurs. Alors, on commence par la classe l'entité client. Alors, dans notre cas, un client, bon, les entités, c'est des classes qui doivent être sérialisables. Alors, un client est défini par le code. Alors, le code, je suppose qu'il est de type langue. On l'appelle code client. Et le nom. On va faire quelque chose de plus simple. Alors, le nom client. Alors, ça, c'est les attributs, mais un client peut avoir plusieurs comptes. Alors, ici, donc, on va déclarer une collection de comptes. Alors, je suppose que l'association entre client et compte, c'est une association qui est bidirectionnelle. Alors, collection de comptes. Collection compte. Après, on va générer donc un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, pour le constructeur avec paramètres, on va garder que le nom. Les getters et setters. Voilà. Alors, en fait, un client, les entités GPA, on termine. La partie mapping objet relationnel, donc on va utiliser la notation entité. Alors, on va garder les valeurs par défaut table, donc on va garder le même nom que la table. Les annotations qui sont obligatoires, vous les connaissez, donc il y a ID, il y a generated value. On va utiliser donc la stratégie identité. Et après, vous avez ici une association one-to-many. One-to-many. Alors, one-to-many, comme c'est une association bidirectionnelle, on va utiliser donc mapped by l'objet qui va être déclaré dans la classe compte. Pour nous, on va l'appeler client. C'est-à-dire que dans la classe compte, on va déclarer un objet client, voilà, client de type client. Et dans lequel on va décrire l'association many to one, parce qu'il y a une clé étrangère qu'on doit spécifier. Sans oublier qu'il y a des paramètres par défaut, notamment, ça, il ne faut pas l'oublier, vous avez fetch. Alors, par défaut, il est égal à quoi? Lazy. Alors, ça c'est important parce qu'après, vous aurez des petits problèmes parfois de sérialisation qui sont dus à ça. Alors, je vous rappelle que quand vous mettez lazy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le framework de mapping objet relationnel Hibernate va charger un client à partir de la base de données, il ne va charger que les informations sur le client, à savoir le code et le nom. Il ne va pas charger automatiquement la liste des comptes de ce client. C'est-à-dire la collection compte, il fonctionne en mode paresseux, en mode lazy. Donc les clients ne vont être, plutôt les comptes ne seront chargés que en cas de besoin. C'est-à-dire si j'appelle la collection getCount, c'est à ce moment-là qu'il va se connecter à la base pour charger les comptes. Alors que si vous mettez Eager, le fonctionnement il est différent. Différent, ça veut dire que dans votre application, à chaque fois que vous demandez de charger un objet client à partir de la base de données, on va charger le client, mais en même temps, on va charger avec tous les comptes de ce client. Mais on a déjà expliqué que le mode Eager, c'est un peu dangereux. Pourquoi? Parce que vous risquez de charger en mémoire beaucoup d'objets, parfois qui ne vont pas être utilisés au niveau de l'application. C'est bon? Alors, donc, on va garder la valeur par défaut qui est lazy. C'est-à-dire que les comptes ne seront chargés que si je veux. D'ailleurs, si vous mettez rien, c'est lazy. Alors, ça, c'est pour le... J'avais rien mis, et pourtant il charge tous les comptes. Et oui, mais les charges, justement, il faut comprendre ça. Parce que si vous
si vous utilisez en fait tout ça dans la même transaction, quand on va serialiser, j'aurai l'occasion de vous expliquer, quand on va serialiser en format JSON, quand on serialise en format JSON, c'est-à-dire que la sérialisation, il va essayer donc de la faire au sein de la même transaction, mais si la transaction est fermée, après ça va pas être possible de charger les données. Mais en tout cas, on va laisser les paramètres comme ça par défaut et après on aura l'occasion de parler de ces problèmes. Je vous comprends parce que vous êtes en train de parler que vous avez déjà des problèmes que vous avez déjà rencontrés. C'est une bonne chose. Alors la classe compte. Bon, un compte. Un client peut avoir plusieurs comptes. Alors on peut dire déjà que la classe compte c'est une classe abstraite. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc abstract. Classe compte. Alors c'est une entité, donc il doit implémenter l'interface serializable. Un compte est défini par le code. On peut le déclarer dans notre cas de type string, le code des comptes. La date de création du compte, java.util.date. Le solde du compte, il est de type double. Un compte appartient à un client. Donc on va déclarer un objet de type client. Un compte est créé par un employé. On va déclarer un objet de type employé. Un compte peut subir plusieurs opérations. On va déclarer une collection d'opérations. One-to-many. Alors ici donc entre clients, dans cette implémentation, j'ai choisi d'utiliser une association bidirectionnelle entre client et compte et une association bidirectionnelle entre compte et opération. Mais par contre, entre compte et employé, on va utiliser une association unidirectionnelle. Alors vous allez voir que généralement, vous n'aurez pas besoin des associations bidirectionnelles. Toujours plutôt many to one, c'est la partie la plus importante. Mais après, par la suite, si pour des contraintes, vous avez besoin de mapper l'association dans les deux sens, vous avez toujours des moyens de régler les problèmes techniques qui vont survenir par la suite. Alors après, donc, on va générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors pour créer un compte, j'ai besoin de connaître le code, la date, le solde. Bon, je ne garde pas les associations dans le constructeur. La date, on peut la faire automatique. Oui, la date, vous pouvez garder la date système. Et pour le moment, dans le constructeur, on la laisse comme ça, mais après, au niveau de la couche métier, on peut définir la date d'une manière... on définit la date de création comme la date système, ça, on peut le faire par la suite. C'est bon? Alors ça, c'est en fait le compte. Alors maintenant, pour le mapping, GPA. Donc, tout d'abord, c'est une entité. Alors, comme c'est une entité, mais il y a de l'héritage. Alors, on a expliqué quand vous avez des classes dérivées, on devrait utiliser la notation inheritance. Alors, inheritance, alors, l'héritage. Donc, on va spécifier la stratégie. Alors, nous avons dit qu'ici, on va utiliser la stratégie single table. Une seule table. Alors, si c'est une seule table, il faudrait spécifier le discriminator colon, c'est-à-dire comment vous... Discriminator colon. Comment vous voulez appeler la colonne qui permet de faire la différence entre les différents types de comptes. Alors ici donc discriminator type, ou plutôt name. Alors le nom de la colonne, on va l'appeler type de compte. Alors je peux l'appeler comme je veux. Alors par défaut, si vous mettez rien, par défaut, si vous spécifiez pas name, par défaut, il va lui donner le nom type. Et après, vous avez également discriminator type. Alors on va utiliser un string. Et après, surtout, vous spécifiez length. Alors length, on va mettre par exemple 2. Alors, d'ailleurs, par défaut, si vous ne mettez pas le type, par défaut, c'est string. Et si vous ne mettez pas length, par défaut, c'est 255. Alors, imaginez 255 caractères pour définir
Est-ce qu'il s'agit d'un compte courant ou un compte épargne? C'est beaucoup. Donc on va choisir deux. Ça veut dire que si quand c'est par exemple CC, ça veut dire c'est un compte courant. CE, ça veut dire c'est un compte épargne. On a besoin que de caractères. Oui? Lorsque j'avais mis juste deux, il ne pouvait pas mettre les caractères CC ou bien CE parce qu'il dit que dans la base de données, la longueur du caractère n'est pas suffisante. Il les prend comme des bits. حتى حطيتها 16 عاد il a accepté. Non. Non. Parce que tu n'as pas utilisé string. Si. Non, il n'y aura pas ce problème. String, c'est varchar. Alors si vous mettez deux, c'est-à-dire deux caractères. Alors après, peut-être tu as un autre problème qui est différent de ce que nous avons ici. Alors en tout cas, donc on va d'ailleurs vérifier. Alors discriminator colonne, c'est bon? Alors si vous ne spécifiez pas ça, si vous ne le mettez pas, alors par défaut, il va choisir le nom de la colonne type. Le type c'est quoi? C'est varchar. La taille c'est le 155. Alors l'identifiant, ID. Alors ici, donc, il n'y a pas de generated value parce que pour nous, on a un string. Alors ensuite, les autres annotations, ici, vous avez many to one. Alors, many to one. Alors, dans many to one, vous spécifiez la jointure. Alors, quand vous avez une association one to many ou bien many to one, la clé primaire de la table primaire devient clé étrangère dans la table secondaire. Alors ici, donc, on va utiliser quelle annotation? Joint colon. Alors je crois que vous avez maintenant appris toutes ces... Alors joint colon, name, égale. Alors la jointure, on va l'appeler par exemple code client. Code client, on peut l'appeler comme ça, code client. Si vous voulez garder le nom de la variable par défaut, sinon vous l'appelez par exemple comme clé étrangère, code client. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la clé étrangère. Vous n'êtes pas obligé de lui donner le même nom que la variable. La même chose ici, vous avez many to one. Alors, name, c'est pas, qu'est-ce que je cherche? Many to one. La même chose, joint colon. Alors ici, donc la clé étrangère, c'est code employé. Ça veut dire que dans la table compte, on aura deux clés étrangères, code client et code employé. Code client pour représenter le client qui possède le compte, et code employé pour représenter l'employé qui a créé le compte. Mais par contre, ici, vous aurez la notation one to many, une association avec les opérations. Alors, la même chose ici, on va utiliser mapped by, c'est une association bidirectionnelle. On va déclarer un objet dans la classe opération qui s'appelle compte. Alors, rappelez-vous tout à l'heure ici, dans la classe client, on a utilisé mapped by égale client. Ça veut dire que dans la classe compte, on devrait avoir un attribut qui s'appelle client, dans lequel vous avez many to one et dans lequel vous avez spécifié le nom de la clé étrangère. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui manque encore? C'est bon? C'est bon. Compte courant. Alors, un compte courant, c'est un compte. Alors, on aura besoin de spécifier la notation entité et discriminator value. Alors, c'est une classe dérivée. Alors, on va mettre CC. Ça veut dire que pour moi, à chaque fois que je crée un compte courant, la colonne type de compte égale CC. Et après, j'ajoute les particularités. Alors, un compte courant, c'est un compte qui possède en plus un découvert. Après, on va générer donc un constructeur sans paramètres. Un constructeur avec paramètres. Alors, pour le constructeur avec paramètres, on va garder on va utiliser super. Comme ça, on va garder donc le constructeur avec paramètres de la classe parente. Et on aura un constructeur comme ça. Et après, donc vous aurez le code, la date de création, le solde et le découvert. Et après les getters, setters, sans oublier tout ça.
Alors, un compte épargne, c'est la même chose. Stand compte. La notation entité. Et après, discriminator value. Alors, ici, on va mettre la valeur CE. Alors, un compte épargne, c'est un compte qui possède en plus le taux d'intérêt. Alors, le constructeur sans paramètre. Constructeur avec paramètre. Alors là, la même chose, j'appelle le constructeur avec paramètre de la classe parente. Et après, le get set. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est bon? Alors, opération. Alors, une opération, donc, c'est une entité. Alors, une opération est définie par le numéro de l'opération. On va le déclarer de type long. Numéro opération. La date de l'opération. Le montant de l'opération. Et après, les associations. Alors, combien d'associations nous avons dans opération? Alors, une opération appartient à un compte. Et une opération est créée par un employé. Bon. Alors, ça veut dire que vous avez deux minute one. Donc, tout d'abord, vous avez compte. Compte. Et vous avez employé. Employé. Les get set. Constructeur sans paramètre. Constructeur avec paramètre. Alors, je vais garder la date de l'opération et le montant. Et après, donc, les annotations GPA. Entité. La notation ID. Generated value. Stratégie. Identité. Si vous avez minute one, alors vous allez maintenant voir que vous êtes en train de refaire à peu près les mêmes choses. Alors joint colonne, name égale, alors on va l'appeler par exemple ici donc le compte, le code du compte, comme clé étrangère. La même chose ici, minute one, la clé étrangère, code du compte, de l'employé. Alors, nous avons l'héritage, n'est-ce pas? Il existe deux types d'opérations, ça veut dire à nouveau on va utiliser inheritance, inheritance avec H, inheritance. La même chose, stratégie, single table. Alors je garde les valeurs par défaut pour... en fait, je ne vais pas garder les valeurs par défaut parce que quand même c'est pas bien de... Alors, discriminator colonne, je spécifie que length égale à 1. Alors ça veut dire que la colonne par défaut c'est... La valeur par défaut c'est type et le type c'est varchar, c'est string. Alors pour les versements, alors un versement c'est une opération. On va juste utiliser la notation entité et discriminator value. Alors ici donc c'est V majuscule et le retrait extend opération discriminator plutôt entité. Vous suivez?
discriminator value R. Je crois qu'on a terminé cette partie concernant les opérations. Il reste maintenant employé et groupe. Donc on a fait ça, client, compte, opération, compte courant, compte épargne, versement, retrait, employé et groupe. Alors, employé. Alors, c'est une entité. Alors, un employé est défini par le code de type langue, code employé, par le nom de l'employé, Un employé supérieur. et un employé possède un supérieur hiérarchique. Donc, ça veut dire qu'on doit déclarer un objet de type employé. Employé, qu'on va appeler employé supérieur, sup. Donc, ça, c'est une association réflexive, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que nous avons ici. Un employé possède un supérieur hiérarchique. Et après, un employé peut appartenir à plusieurs groupes. On aura besoin de déclarer une collection de groupes. Collection de groupes. Alors, getSet, constructeur sans paramètres, constructeur avec paramètres. On va garder que le nom de l'employé. Donc on ne devrait pas oublier la notation ID et generated value. Dans notre cas, la stratégie c'est toujours identité. Et vous avez ici une association mini to one. Mini to one. Join colonne name égale. Alors on va l'appeler la clé étrangère, on va l'appeler code employé sup par exemple, la clé étrangère. Alors ici on va utiliser la notation one to mini. C'est une association bidirectionnelle, on va utiliser mapped by. La même chose ici, c'est employé. On devrait avoir une collection dans la classe groupe qui s'appelle employé, dans laquelle on va décrire le reste de cette association. Mais quand vous mettez, si vous voulez, on peut mettre là mini to mini. Attends, qu'est-ce que j'ai ici? C'est pas, voilà, tout à fait. Alors ça c'est pas one to many, c'est mini to mini, tout à fait. Oh. Mini to mini, plusieurs à plusieurs. Et quand vous avez plusieurs à plusieurs, vous avez la table de jointure. Join table. Alors, le nom de la table de jointure, je vais l'appeler, j'ai une table d'association de jointure qui s'appelle, comme je vais appeler, employé, par exemple, groupe. C'est tout. Alors, je peux spécifier les colonnes, les clés étrangères, sinon je garde par défaut. Donc, il va choisir les valeurs par défaut. Alors, pour terminer donc ce mapping, il me reste que groupe. Alors, groupe, donc, c'est une entité qui est définie par... Alors, rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais parlé. Donc, si la classe, vous l'avez appelée groupe sans E, il faudrait penser à utiliser la notation table. Au moins, au niveau de la table, même si votre classe porte le même nom d'un mot-clé qui se trouve dans le langage SQL, alors ici, donc, la table, vous l'appelez groupe. Name égale. Sinon, par défaut, il va prendre le même nom que la classe. Alors ici, donc, je suis plus explicite comme ça. Alors, ici, donc, on va déclarer le code du groupe.
le nom du groupe, dans le groupe, et après une collection. Un groupe contient plusieurs employés. C'est une association bidirectionnelle. On va mettre employés. Et après, on va générer donc les get et set. Et on va générer un constructeur sans paramètres et un constructeur avec paramètres. Les annotations. ID. Generated value, comme toujours. Stratégie. Identité. Alors ici, la même chose, vous avez many to many. Alors ce n'est plus la peine de spécifier le nom de la table, je vais utiliser map_by, c'est-à-dire cette association, elle est déjà décrite dans l'attribut groupe de la classe employé. Donc je renvoie vers l'autre. Alors j'ai terminé donc les entités. Alors maintenant, avant de démarrer l'application, normalement on aura besoin de configurer le data source. Si vous ne le configurez pas, par défaut, il va prendre un data source par défaut. Alors ici, dans notre cas, on utilise MySQL, donc on aura besoin de définir les propriétés dans le fichier application.properties. Alors faites application.properties, vous avez un ensemble de propriétés que vous devrez à un moment donné connaître. Alors les propriétés, donc vous pouvez les retrouver facilement. Spring, data source, .url égal. Alors dans notre cas, ça va être c'est gdbc de .mysql. Alors ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de faire. Alors je vous recommande de faire un petit copier-coller. Alors je prends l'exemple que je vous ai donné la dernière fois. Elle est là. Alors je prends ça, CTRL-C, les propriétés, CTRL-V. C'est pas compliqué d'avoir tout ça. Alors donc Spring Data Source, GDBC, MySQL, localhost, le port 3306 de MySQL, le nom de la base de données. Alors DB, banque, GLSeed. Alors GLSeed, vous allez faire une banque. Comme ça, une banque, une nouvelle génération de banques, n'est-ce pas? Alors, l'utilisateur root, le mot de passe, une chaîne vide, le payload GDBC, c'est com.mysql.gdbc.driver, le type de base de données MySQL, la propriété showSQL pour indiquer comme quoi je veux que les requêtes SQL soient affichées au niveau de la console, Hibernate DDL auto, la valeur update, ça veut dire que si les tables n'existent pas, c'est à lui de les créer. Il va vérifier si les tables existent. À chaque fois qu'il trouve une entité, il va vérifier dans la base de données est-ce qu'il y a la table correspondante. S'il n'existe pas, il va la créer. Et après, la stratégie de nommage, on va utiliser Improved Naming Strategy. Ce qui fait qu'un attribut, par exemple, code client, il va se traduire au niveau de la base de données avec code underscore client. C'est la manière avec laquelle il va nommer les tables. Et après, le dialecte, c'est MySQL5 dialecte, c'est tout. Alors, on aura juste besoin de créer la base de données. Alors, donc, je démarre le serveur WAMP. Monsieur, vous avez relancé Oui, je l'ai relancé. Alors, phpMyAdmin. Et on va créer la base de données. Alors, root. La base de données. Alors, comment on devrait l'appeler la base? DB, banque, GLSeed. Créer. Donc j'ai créé la base de données, on va démarrer l'application.
Alors si notre mapping est fait correctement, alors la base de données devrait être générée. Donc voilà l'application Spring Boot. Alors run Java application ou bien Spring Boot application, c'est la même chose. Alors il démarre l'application, mais il faut bien noter que quand vous démarrez cette application-là, qu'est-ce qui démarre? Bon, ce qui démarre, c'est cette architecture. C'est important. Donc on démarre le conteneur Spring Boot. Lui-même, il va démarrer une version de Tomcat embarquée. Et en même temps, il va scanner les annotations, les classes annotées. Et il va lire le fichier application.properties. Alors, il va se connecter à la base de données. Si les entités, si les tables existent, il va les garder. S'ils n'existent pas, il va les créer. Alors, on va vérifier donc les messages affichés au niveau de la console. Alors, en fait, j'arrête l'application, je démarre l'application. Bon, après, vous devrez voir un ensemble de messages. Alors, ces messages-là, qui indiquent comme quoi, quelque part, que la base de données a été créée. Alors, d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de voir là. Alors, si vous regardez dans la base de données, DBGL6, bien sûr, vous aurez besoin de consulter les tables. Il y a la table client. Alors, DB Bank. Bon, c'est DB Bank GLC, c'est ça. Alors, pour le client, donc vous avez code client, le nom client, c'est bon. Il faut bien vérifier parce que parfois vous avez des surprises. Alors, pour les comptes. Alors, la structure il y a le type de compte, varchar 2, le code, la date de création, le solde, l'auto, le découvert, le code client et code employé. Ok, pas de problème. J'ai les employés. Donc le code employé, le nom de l'employé, code employé supérieur. Donc il s'agit bien d'une hiérarchie. J'ai la table d'association employé groupe dans laquelle j'ai deux colonnes, employé et groupe. J'ai l'opération avec le type. Alors vous voyez donc par défaut la colonne il l'a appelée dtype. Donc c'est comme ça, parce qu'on n'a pas spécifié le nom de la colonne par défaut, on peut la garder. Le numéro de l'opération, la date de l'opération, le montant, le code du compte et le code de l'employé. Ça c'est les clés étrangères. Et après donc la table groupe, vous devrez avoir donc le code du groupe et le nom du groupe. Donc ça c'est la première des choses. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc on vient donc de créer les entités GPA et on vient de démarrer l'application et on a vu qu'il nous a bien généré cette base de données. Donc ça c'est la première des choses. Alors c'est quoi l'étape suivante? Alors l'étape suivante maintenant nous allons gérer, s'il vous plaît. Alors l'étape suivante c'est qu'on va gérer les entités. On va créer les interfaces GPA repository pour chaque entité. Et par la suite, on va essayer donc de créer une couche métier et un service pour tester chaque entité. Alors, on va essayer donc de faire ces opérations-là.